Bonjour, aujourd'hui on va aborder un autre thème comme promis la dernière fois. Donc on va aborder la littérature pendant le XVIIIe siècle. Mais avant de commencer, un petit repère historique sur le XVIIe et le commencement du XVIIIe, euh, le contexte historique, social et religieux qui ont favorisé ces changements de mentalité, ont favorisé cet esprit de lumière. On va voir tout d'abord quelles sont les prémices de l'émergence de cet esprit de lumière. Il y a deux grands facteurs qui ont favorisé l'émergence de ce courant. Tout d'abord, il y a le progrès scientifique énorme qui qui s'est développé dans toute l'Europe pendant le XVIIe siècle. Et là, la naissance des grands philosophes écrivains pendant le XVIIe siècle, comme Pascal, un physicien français, 1622-1662. C'est un philosophe moraliste, physicien aussi. L'unité Pascal, c'est par rapport à son nom, donc l'unité de l'atmosphère. Il y a aussi Bailey, 1647-1706, l'apôtre de la tolérance, Fontenelle, avec son esprit précoce qui a changé les mentalités en France pendant le XVIIe et le XVIIIe. Il a vécu pendant à peu près un siècle. Il y a Malebranche, théologien français, qui a synthétisé les pensées de René Descartes, un grand philosophe français qui est fondateur de la philosophie rationaliste et cartésienne, ou tout simplement la philosophie moderne. Donc Malebranche, il était influencé par René Descartes et par Saint Augustin, un berbère alger qui a vécu pendant le 3e au 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est lui le fondateur de l'existentialisme chrétien. Il y a un grand nom qu'il ne faut pas oublier, Baruch Spinoza, un philosophe néerlandais de 1132-1177 qui a, qui a étudié l'Ancien Testament, la Torah, il a trouvé beaucoup d'erreurs. Donc c'était le fondateur de doutes théologiques sur la religion chrétienne. Il y a Richard Simon, lui aussi qui a critiqué le Nouveau Testament. Il a vécu pendant le XVIIe siècle aussi, entre 1138 et 1712. C'est un théologien français. Donc, il y a un autre nom à ne pas oublier, Leibniz, avec ces trois principes, le principe pardon, de raison suffisante, et le principe d'identité indiscernable et le principe de continuité, et la théodicée aussi. La théodicée, ça veut dire la justice de Dieu, comme la justice de Dieu, elle est énorme, euh, elle est énorme et le mal qui n'est que apparent. Cette théodicée qui sera après l'objet d'une critique de Voltaire dans son célèbre roman Candide, l'optimisme. Euh, Il ne faut pas oublier un fondateur de la physique moderne, un physique moderne, Newton, qui a vécu entre 1642 et 1727. Celui-ci, il a bouleversé les normes de la physique moderne avec ces trois principes, le principe d'inertie, le principe d'action, de réaction et le principe de la physique moderne. C'est en quelque sorte le fondateur du déterminisme. Un grand nom aussi, John Locke, un Anglais, qui était opposé à l'absolutisme en Angleterre. Il a vécu lui aussi entre 1632
1704, c'est-à-dire pendant le XVIIe siècle. Il y a Thomas Hobbes, un Anglais aussi fondateur de libéralisme et courant rationaliste, fondateur de la conceptualisation de l'état-nature et le contrat social avec John Locke. Pour lui, l'homme, elle n'est pas bon comme on verra par la suite la différence entre Hobbes et Rousseau par rapport à l'état naturel et le contrat social. Donc, tous ces grands écrivains et grands philosophes, ils ont abouti le socle, le ferment et le germe de l'émergence de cet esprit de lumière qui donnera des grands noms comme Montesquieu, Diderot, Buffon, Lavoisier, Gaspard Monge et Alembert. Un événement majeur pendant le XVIIe siècle, la querelle des anciens et du moderne, qui était l'objet d'un autre cours, il suffit de rentrer à la chaîne pour en savoir plus. Donc, l'Angleterre était, ou la monarchie constitutionnelle qui a eu lieu au XVIIe siècle était le modèle à suivre pour les écrivains et les philosophes français du XVIIIe siècle. Un autre facteur imminent dans ce changement de mentalité, c'est le voyage. Donc, on a parlé du développement scientifique et philosophique, le développement des connaissances au XVIIe siècle qui a fondé ce changement global dans la manière de penser. Il y a aussi le voyage, avec soit en Asie, en Perse ou en Amérique, surtout avec Antoine Bougainville, officier de marine, qui a vécu entre 1729 et 1811. Ces récits de voyage donnent une notion de relativité et de la réalité. En découvrant d'autres sociétés ou d'autres civilisations, les hommes de lumière sont amenés à réfléchir sur les notions et sur les vérités, hein, parce que ce qui est vrai en Europe n'est pas nécessairement vrai partout. Donc l'esprit l'esprit de lumière donc comme j'ai dit, l'homme de lumière était amené à réfléchir sur ces notions, sur ces vérités. Donc ce qui est vrai en Europe, comme j'ai dit, ne peut pas être vrai ou se révéler tout à fait, peut se révéler différent dans d'autres contrées ou d'autres pays, ce qui donne des réflexions sur la base de la société française. Un autre supplément de voyage de Bougainville dans ce sens est écrit par Diderot. La compagnie d'Inde, créée en 1664 par Colbert, ministre de Louis XIV, a abouti à ce changement d'esprit. Donc, ces récits de voyage varient le point de vue et se prêtent à une exposé critique, utilisant un regard étranger, un regard de l'autre. Donc, ce qui va aboutir à un étonnement. Donc, ces écrits insistent pour créer un effet de distance et de recul, et par suite de critiques, ce qui permet aux Français de réfléchir à partir du regard de l'autre. Exemple de ces écrits, les lettres persanes en 1721 de Montesquieu. Donc le voyage et le regard de l'autre étaient comme remise en question de sentiers battus, donc ce qui permet aux lecteurs français de prendre conscience que la tradition les traditions et les institutions ne sont pas toujours logiques et acceptables, et d'être conscient que les croyances, les rites ne subsistent que parce que
on s'est jamais euh, avisé ou s'opposer le pourquoi des choses. Comme on a vu, donc le voyage, le progrès scientifique, je vais parler un peu sur le contexte historique qui a abouti à ou qui a précédé cette émergence de ce mouvement de lumière. Donc, à la fin du XVIIe siècle, la société française est appauvrie, marquée par les conflits fortement divisés. Les trois ordres, clergé, noblesse et tiers d'État, ne permettent plus de rendre compte des réalités sociales. Alors, une noblesse ruinée apparaît. Cette noblesse, elle était totalement dépendante de l'autorité royale, dont il n'attend que récompense et protection. La haute bourgeoisie profite des activités commerciales pour s'enrichir et briguer l'anoblissement pour participer au pouvoir. La France glorieuse du roi Soleil a perdu son faste et son influence sur les autres États. Donc il cherche à imposer sa puissance politique et économique sur les colonies, les plus lointaines et les plus nombreuses. Bouleversé par les événements politiques et sociaux, le XVIIIe siècle s'ouvre sur la mort de Louis XIV en 1715 et s'achève par la Révolution française et la mise en place du consulat. Après la mort de Louis XIV en 1715, il y a la régence de Philippe Orléans entre 1715 et 1723 qui libère les esprits et les mœurs durant une période instable d'ouverture, d'euphorie populaire et qui rend difficile l'accès au pouvoir de Louis XV, surnommé le bien-aimé, et sur qui les espoirs étaient reposés pour mettre fin à les difficultés. Il a régné de 1723 à 1774. Mais les guerres de succession, les guerres coloniales, les guerres des 7 ans, la faillite nationale, les troubles dans les colonies, tout ça n'a pas été en faveur du roi bien-aimé. Louis XVI, entre 1775 et 1774, 1792, donc il était face aux émeutes révolutionnaires. Alors que les monarques voisins comme Catherine II de Russie et Frédéric II de Prusse offrent aux philosophes des modèles d'un despotisme éclairé, plus sage et plus juste. Le dernier roi de France, donc, il a été guillotiné en 1793 après la Révolution. Quelques mois après, il y a proclamation de la première... mais non, quelques mois avant, après il y avait la première République en France en 22 septembre 1792. Comme j'ai dit, donc, le roi de France, Louis XVI, a été guillotiné en 1793 et sa femme Marie-Antoinette a subi le même sort le 16 octobre de la même année. Donc c'est un peu le contexte historique qui a précédé l'émergence des Lumières. Le contexte social, il y avait des inégalités sociales flagrantes entre la noblesse d'épée, la noblesse de robe, ou la haute noblesse, ou les seigneurs de la petite noblesse. Il y a le haut clergé, et puis le tiers d'État. Il y a des inégalités flagrantes, comme on a vu, entre les trois États. Et le tiers État, il était formé par la bourgeoisie, et les paysans et les travailleurs. En ce qui concerne le contexte religieux, il y avait la monarchie des rois divins, le catholicisme était la religion de l'État, la condamnation de ceux qui n'adhèrent pas à cette religion était très grande. Depuis la révocation de l'édit de Nantes en 1889, donc les protestants, ils étaient condamnés ou bien à l'abjuration, ou bien à la clandestinité, ou bien à l'exil. Et l'affaire Calas en 1763 et celle du chevalier de la Barre condamné à mort illustre bien le statut
difficile de protestants pendant le XVIIIe siècle. Donc, il y a une grande injustice de l'Église parce qu'il dominait par les superstitions, les préjugés, et participe aussi à maintenir l'ordre établi et les inégalités sociales. Et ceux qui n'étaient pas d'accord, ils étaient cibles de punition et de censure. Donc on a vu le contexte historique, politique, social, religieux et les grands facteurs favorisant l'esprit de lumière. Maintenant, on va aborder le XVIIIe siècle proprement dit, avec ces grands philosophes qui ont marqué l'histoire de la France. Mais je préfère commencer tout d'abord par définir ce que ça veut dire les Lumières. C'est quoi les Lumières? La première définition, c'est celle, je vais donner celle de Kant, un philosophe allemand du XVIIIe siècle. Un homme éclairé, selon Kant, est un homme libre qui pense par lui-même et vit selon sa propre raison, non selon ce que les autres lui disent, quels que soient ces autres, des maîtres, des prêtres, des politiques, et même des savants ou des médecins. Et les adultes, les ennemis des Lumières, considéraient que l'ordre social et la religion, qui pour eux un élément essentiel de l'ordre établi, sont menacés si chacun vit selon son propre jugement. Ainsi, ils veulent mettre fin à la liberté d'expression et de la publication. Fin de citation. Donc, par cette définition de Kant, on voit que la lumière donc, désigne le passage de l'obscurité à la connaissance. Les philosophes de lumière défendent donc les idées de liberté, de la raison, de la tolérance, de l'égalité, de progrès, de la séparation du pouvoir. Donc, cet esprit de lumière, en quelque sorte, il a amélioré le sort de l'humanité en luttant contre toutes les formes d'injustice, d'oppression. C'est au cours de ce siècle qu'on commence à affronter le fanatisme, les préjugés, la superstition. Donc le XVIIIe siècle se caractérise par son humanisme. Les philosophes et les écrivains cherchent le bonheur de tous. Ils réclament aussi le bien, le respect de la nature, la dignité humaine, et ils condamnent l'absolutisme. Toute la littérature du siècle de Lumière devient en quelque sorte l'expression des vœux du peuple. Ces idées sont principalement dues à la diffusion du rationalisme, comme j'ai déjà dit, de Descartes, qui enseignait que c'est par la raison qu'on pouvait ou qu'on pourrait distinguer la vérité de l'erreur. Donc le XVIIIe siècle, c'est une époque de réflexion, de combat contre les préjugés. L'esprit de lumière à suivre. Merci de votre attention et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. Merci.